Donc, Mathieu, Jean. C'est moi, ça. Tu es né à Winnipeg en 1980. Ça, c'est exact jusque-là, je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Alors, tu viens d'une famille traditionnelle parce que pour être excentrique comme ce qu'on vient de voir, est-ce que tes parents t'ont transmis cette excentricité ou c'est quelque chose que tu as cultivé par toi-même? Ah, je sais pas. J'ai grandi dans ce qu'on peut appeler a very pro-shame household. Pro-shame household. Oui. Mes parents sont très répressés, très privés, très mystérieux. Religieux? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, sont juste anglo-saxons. Donc, voilà. Donc, et j'ai bien sûr grandi à Winnipeg. Moi, je dirais que Winnipeg est peut-être une influence plus importante sur le genre d'art que je voulais faire. Tu sais, j'avoue que j'étais très... comment est-ce que je peux dire, provincial comme adolescent. J'étais vraiment inspiré par l'art qui se faisait dans ma ville. Surtout les films d'animation qui se faisaient à Winnipeg, à l'ONF à cette époque-là. Parce qu'il y avait un bureau de l'ONF à Winnipeg. Oui, c'est maintenant le stationnement. Mais aux années 90, il y avait un grand studio de l'ONF et Richard Condy, il a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle The Big Snit. Ouais. Ça, c'était peut-être le premier point de contact que j'avais avec ma culture. Et quel âge tu avais là, quand tu as découvert ça? Là, j'étais jeune. J'avais peut-être 6 ans ou 7 ans. 6 ans, 7 ans. Yeah, Okay. mais l'humour était juste tellement weird et bizarre et tellement absurde. Et c'est un film à propos de l'apocalypse. Donc, je voyais ma ville là-dedans. Tu voyais, tu avais à 6-7 ans un film sur l'apocalypse, puis tu te reconnaissais. C'est toujours l'apocalypse à Winnipeg. C'est toujours. C'est toujours. C'est une thématique auquel les Winnipégois retournent. Non, mais donc, souvent. est-ce qu'on peut dire que dès 6-7 ans, tu découvres le cinéma et tu t'y intéresses au point de vouloir en faire? Ah oui, je dirais. Mais ça a commencé avec les dessins animés. D'abord, je voulais faire ça. Mais les comics là, qu'on voyait à la télé? Genre, oui, j'ai dessiné beaucoup quand j'étais un enfant. Mes parents, justement, étaient très épuisés. Et donc, ils ont compris très vite que si on me donnait beaucoup de papier puis un stylo, j'étais capable de juste m'élever moi-même, tu sais, dans un coin. Tu étais autonome. Yeah, exactement. J'étais autonome pendant des journées, tu sais. Donc, je dessinais beaucoup et là, je commençais à faire des petits films d'animation avec mes amis. En quoi? En Super 8? Tu avais une caméra Super 8? Non, même pas. Même Comme pas. vidéo. Donc, image par image, c'est comme 1 seconde par image. Donc, c'était vraiment primitif. Mais je me suis impliqué un peu dans le Winnipeg Film Group et j'ai... Oui, mais pas à 6-7 ans. Là, Non, ça c'était un peu plus tard. Là, tu sautes des étapes. Là. Yeah, non. Là, je dirais, à l'âge de comme 14 ans, je commençais à m'impliquer là-dedans et j'ai appris comment faire fonctionner une Bolex et faire de l'animation. J'étais très sérieux. Tu sais, j'aurais dû aller faire de la drogue et, m'enivrer et voler ou, ce genre de choses. Mais au contraire, j'étais comme très sérieux. Je l'ai dit au début, tu étais très sérieux. Oui, c'est ça. Donc, il y avait un studio de la CBC pour Sesame Street à Winnipeg à cette époque-là. Et là, j'y ai travaillé pendant quelques années. Assez jeune. Toi, tu as travaillé pour eux assez jeune. Oui, entre comme 15 et 18 ans. Tu avais des contrats de Sesame Street Canada pour Exactement, c'est ça. être diffusé à la télé. Oui, la lettre N. N. Ce genre comme de dans choses. Rankin. Exactement. Puis là, tu faisais quoi? Tu animais la lettre N. J'ai fait la lettre N. J'ai fait une autre capsule sur les genoux. Une autre capsule sur les coudes. Puis une autre capsule sur... comment ça se dit? Hot air balloons. Montgolfier, c'est ça? Montgolfière. Montgolfière. Donc voilà, mais de l'animation, donc papier découpé, du dessin... Exactement, papier découpé. Papier découpé, collé, on prend un frame, on bouge le papier, on prend un frame. Exactement comme ça. Donc oui. déjà là, le matériau est important. Oui. Terry Gilliam était une immense influence, et Carol Zeman. Mais comment ça se fait qu'à 15, 16, 17 ans, on a un contrat de Sesame Street? Parce que j'étais très sérieux. Je fumais pas, je faisais pas de la drogue et j'avais pas de blonde, j'avais pas de chum.
juste, oui, je Mais suis tu juste devais être sérieux. fier de pouvoir voir tes petits films à la télé. T'étais content? Oui, j'imagine que oui, j'étais probablement... je sais pas. Je pense qu'on n'est jamais très content avec le travail qu'on fait. C'est toujours... Tu sais, on a toujours envie de faire d'autres projets, d'autres films. On termine une affaire, on est écœuré, puis on veut faire autre chose. Tu sais. Tu l'as mentionné rapidement, tu as intégré le Winnipeg Film Group, qui est un peu l'équivalent de Main Film, là, pour ceux qui connaissent Main Film ici. Donc, une coopérative. Donc, là encore, c'est jeune, 18, 19 ans. Yeah. Tu fais partie du Winnipeg Film Group. Oui, c'est un artist run center et crackpot clubhouse. Ah, mais tu as-tu résisté? Ah non, j'étais très content d'y participer. J'ai rencontré plein de cinéastes qui m'ont inspiré. Non, je parle du pot et du crack, là. Ah, what? Tu disais que Winnipeg Film Group, c'était un endroit où il y avait du pot et du crack? C'est pas ça que tu viens de dire? Non. Crackpot, ça veut dire comme des weirdos. Oh, des weirdos, OK. Je pensais que tu parlais de la... Hey, ça, c'est des jolis, ce qui vient de se passer. Yeah. Crackpots. Comme des ulumerlus. Oui, c'est mieux crackpot. C'est plus facile à dire. Oui, voilà. C'est exactement pour ça que je le dis. Et donc, oui, à Winnipeg, il y a toujours... l'art qui se fait à Winnipeg est très anti-établissement, très underground, très... comment est-ce que je peux dire? Outsider art. Il y a beaucoup de outsider art, comme on dit. Et donc, voilà, je me voyais vraiment là-dedans. Puis là, c'est là que tu commences à faire des films un peu plus élaborés. On n'en verra pas de cette période-là, mais c'est là que tu prends goût à faire du cinéma. Yeah. Comme tout le monde fait. Je pense que tous les cinéastes font du cinéma comme adolescents, puis, Mais, malgré cette participation au Winnipeg Film Group, à 18 ans, tu décides de quitter Winnipeg. Oui. Et tu viens t'établir in the province of Quebec. That's right. C'est ça. Je suis arrivé ici pour étudier à McGill. Parce que je pense que c'est très normal pour beaucoup de Winnipégois. Ils veulent à tout prix quitter Winnipeg à un moment donné. Ils le voient comme un cul-de-sac, puis ils veulent s'élargir. Et c'est peut-être arrogant ou peut-être naïf. Et rétrospectivement, je pense que c'est le cas. Mais en même temps, si je voulais... mais tu aurais pu aller à Toronto, à Vancouver. Yeah, mais pourquoi au Québec? Ben, tu parlais même pas français à l'époque? Non, j'étais unilingue, vraiment. Et j'avoue que j'étais très naïf. Je voyais McGill comme la meilleure université au Canada et je voulais aller à la meilleure université. Et c'est pour ça, d'abord et avant tout, c'était pour McGill que je suis venu à Montréal. Mais je dois avouer que, en arrivant ici, la première semaine, j'ai tout de suite compris que tout ce qui était intéressant à Montréal, c'était du côté francophone. C'était pas à McGill. C'était surtout pas dans le ghetto de McGill, avec les petites unilingues, là. Ça m'intéressait pas et je me sentais coincé là-dedans. Donc, je commençais d'apprendre le français. Puis, et finalement, j'ai étudié en histoire du Québec. À McGill. À McGill. Et ensuite, j'étais tellement intéressé par ce que j'ai étudié, par mes études, que j'ai fait une maîtrise en histoire du Québec à l'Université Laval. Rendu là, j'étais pas pire en français. J'étais comme capable. Mais aujourd'hui, vous voyez comment il s'exprime. Hein? Je suis toujours, en apprentissage. Oh, qu'il est modeste. Alors, donc, l'histoire apparaît. Tu étudies en histoire du Québec spécifiquement. Oui. Puis là, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important là, pour la suite des choses. C'est ce qui démarre un peu le cinéma que tu vas faire, où il y a beaucoup de références historiques. Puis tu me disais quelque chose quand on s'est parlé avant, que ton approche de l'histoire était plutôt artistique que scientifique. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, c'est parce que lorsqu'on est académicien, et j'étais un peu en formation de devenir académicien, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que la vie d'académicien, la vie d'académicien n'a pas de passion. C'est comme être à l'université, pour moi, c'était comme l'antithèse de la passion.
Et je me suis dit que mon intérêt pour l'histoire était d'abord et avant tout artistique plutôt que scientifique. Je n'étais pas intéressé à la réalité des comptables. Lorsqu'on est académicien, on est censé de mesurer l'histoire empiriquement, être scientifique, avoir une méthode scientifique et étudier ce qu'on peut mesurer pour vrai. Mais ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était les phénomènes historiaux qu'on ne peut pas mesurer, comme les émotions. Quelle est l'histoire d'une émotion? Quel est le... J'ai fait un film à propos de Tesla et sa crise nerveuse. Comment mesurer une crise nerveuse historiquement, scientifiquement? On ne peut pas. C'est le domaine des arts. Mais tu l'as dit toi-même, tu étais quelqu'un de sérieux à Winnipeg. Puis, on peut penser que quelqu'un de sérieux aurait adopté plutôt l'approche académique, comme tu le mentionnes. Toi, tu as été ailleurs. C'est quand le switch s'est fait? C'est quand ici, dans le cerveau, il y a eu un switch entre le Matthew Rankin sérieux, tu l'es toujours, mais le Matthew Rankin qui décide d'aborder l'histoire comme tu viens de le décrire. C'est quand même spécial. Oui, mais c'est tout aussi l'histoire d'une émotion, c'est... Yeah, c'est juste... Je pense que j'ai assisté à assez de conférences académiques pour me dire que c'était juste, je me voyais pas là-dedans. Je me voyais plus dans un... Parce que t'étais encore jeune, on peut dire. Tu étais dans le début de la vingtaine. Là. Oui. Peut-être 25 ans, quelque chose comme ça, oui. Mais non, je faisais du cinéma en même temps, en parallèle, juste comme geste créatif. Et je me suis dit que je voulais juste faire ça tout le temps. C'était juste une constatation que j'ai dû faire à un moment donné, que je voulais faire du cinéma tout le temps. Je m'intéressais beaucoup à l'histoire et ça alimentait énormément ma créativité, mais je voulais juste faire du cinéma. Je voulais être artiste et non pas scientifique. Tu voulais faire du cinéma, puis quand tu as été au Québec, puis à McGill, puis à l'Université Laval, tu as aussi découvert le cinéma québécois, qui pour toi a une importance dans ton parcours. Oui, énormément. Je pense que la découverte pour moi, c'est ce que j'admirais globalement. Ben, c'est quoi quels sont les films québécois que tu as vus qui t'ont fait réaliser que ce cinéma-là t'interpellait davantage que le cinéma canadien, par exemple? Ben, je dirais que c'était le... Il y avait quelques ironistes qui m'intéressaient beaucoup. Je pense que mon premier point de contact, c'était Robert Morin. Ça, c'était mon cinéaste québécois préféré au début de mon parcours. Yes Sir Madame était peut-être ma porte d'entrée. Mais ce que je trouvais fascinant dans le cas du cinéma québécois, c'est que les cinéastes québécois, je pense que la raison pour laquelle le Québec est une des grandes civilisations cinématographiques au monde maintenant, c'est parce que les cinéastes québécois ont eu la sincérité de raconter des histoires québécoises. Même si c'est juste les Québécois qui allaient comprendre, ils ont eu la sincérité de se dire « Hey, c'est ce que j'ai à raconter. J'ai besoin de raconter ça, et si ça va s'adresser principalement à juste des Québécois, ça c'est correct. » Mais je pense qu'en prenant cette approche-là, je pense que c'est comme ça que les cinéastes québécois ont réussi à toucher à l'universel. Et ça m'a fait penser justement à ma ville natale, Winnipeg. Au Canada anglais, c'est rare d'aborder des sujets canadiens. Ça se fait à des fins patriotiques, mais rarement à des fins artistique. Et je pense qu'un des grands plaisirs du cinéma, c'est de se trouver dans un autre univers, de découvrir une autre façon de voir le monde. Et donc, voilà. Donc, ça m'a inspiré le cinéma québécois m'a inspiré d'aborder Winnipeg comme objet cinématographique. Mais avant d'aborder Winnipeg, donc, tu es à l'Université Laval, tu t'intéresses au cinéma québécois, mais là, tu dis, bon, tu veux en savoir davantage sur le cinéma, tu veux développer ta pratique aussi, développer tes compétences, parce que jusque-là, tu as fait des films plutôt artisanaux, sans moyens,
Et là, tu t'inscris à l'INIS pour découvrir un peu comment ça se fait, le cinéma ici. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé? Oui, oui. J'avais comme le fantasme de devenir... un cinéaste québécois. Oui, comme le Pierre Falardeau du Manitoba. Et l'INIS, je voyais comme une façon de se faire. Et donc, je me suis inscrit je me suis pas inscrit, je me suis proposé de façon plutôt expérimentale parce que je n'avais pas vraiment des attentes de me faire accepter. Comment ça s'est passé, l'entrevue de sélection à l'époque? Yeah, je me souviens, c'était long. D'abord, il faut faire une application. Ensuite, il faut faire un examen qui dure comme 72 heures. Ils font plus ça maintenant. C'est vrai? Ouais. Puis il fallait faire un film avec une caméra jetable. Ouais. Tu te rappelles de ça? Oui, des photos. Un film avec un appareil photo jetable. On envoyait les candidats faire une histoire à partir d'images fixes. Oui. Donc, c'était un long processus. Ensuite, si tu passes cela, il y a une entrevue. Et là, je me souviens, j'étais un peu nerveux. Je me promenais un peu dans les stationnements autour de l'INIS en train de planifier, pratiquer mes réponses et tout. En tout cas, finalement, pour des raisons obscures, je me suis fait accepter. Et c'est super, c'était vraiment comme un point tournant dans ma vie. C'était vraiment ma porte d'entrée à la communauté du cinéma québécois, que si je n'étais pas du tout intégré là-dedans auparavant. Et bien sûr, j'ai appris comment faire un film comme il faut. Selon les règles. Quoique les films qu'on va voir tantôt... Ouais. J'ai déjà honte, presque physiologiquement, du film qu'on va voir là? Oui, qu'on va le voir. Facteur Poulpe? Yeah, j'ai très Parce honte. que là aussi, il faut expliquer que, bon, c'est peut-être pour la première fois, tu travaillais en triade, donc un scénariste travaillait avec toi, écrivait l'histoire que toi, tu devais réaliser, puis un étudiant producteur s'assurait que tout ça fonctionnait bien. Oui, exact. Ça, c'était la première fois que tu vivais ça. Oui. Mais c'est ce que tu voulais un peu découvrir aussi, là. Comment travailler à l'intérieur d'une équipe où les idées sont confrontées, défendues, parfois abandonnées, reprises, puis il y a un résultat à la fin. Yeah, c'était une expérience brutale, mais extatique. J'aime ça. On va la garder pour ma prochaine promotion à l'INIS. l'INIS, une expérience brutale, mais extatique. C'est bon, ça. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire, à part que tu as peur de revoir ce film-là? Yeah, on va regarder le Facteur Poulpe. Je me souviens que, c'est peut-être le cas pour la plupart des gens qui ont fait des études en cinéma. Et on en a parlé. C'est que je me sentais comme nos professeurs à l'INIS étaient en train de nous casser constamment. Que moi, je suis arrivé avec plein d'idées, tu sais. J'avais déjà mon approche de cinéaste et tout. J'avais une vision. Et constamment, je me suis fait brutaliser par les... non, tu ne peux pas le faire comme ça. Et je trouve ça brutal, mais en même temps, je me suis rendu compte rétrospectivement que ça, c'était la génie de la chose. C'est que le cinéma n'est pas fait pour... l'univers n'est pas fait pour le cinéma, dans le fond. Il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre pour nos idées. Toujours. Et ça, c'est vrai dans n'importe quel contexte, de n'importe quelle façon. C'est pas juste une question de cinéma indépendant versus cinéma commercial. Peu importe les images qu'on veut faire, l'univers ne veut pas qu'on les fasse. Et il faut trouver un moyen. Donc, c'est un peu ça l'expérience de faire ce film, et on va voir à quel point j'ai réussi. Ou pas. Ou à quel point j'ai échoué. Donc, le titre de travail était Pulp Fiction. Exact. C'est ça, Pulp Fiction? Là, ça, c'est quand même une bataille que j'avais gagnée, que je voulais pas que ça s'appelle Pulp Fiction. Pulp Fiction. Non, mais finalement, ça s'appelle le Facteur Poulpe, qui n'est pas tellement mieux, tu sais. Yeah, c'est ça. On l'avait tourné dans... comment ça s'appelle? C'est sur Papineau et... Oui, en haut du Lion d'Or. Oui, exactement, c'est ça. C'était comme... Je pense que c'est là que les rendez-vous Québec Cinéma occupent les bureaux maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Wow. C'était une maison de chambre un peu à l'abandon. Oui, je pense que c'était comme un bordel à l'époque. Yep. Le Lion d'Or. On prenait un verre, puis après on montait en haut. C'était avant mon temps. OK. Mais... quand même, il y a quelque chose qui se dessine pour toi là-dedans, là aussi, là, dans le traitement
dans le personnage. C'est cette espèce de personnage qui ont un mal de vivre. Oui, peut-être. C'est comme... je sais pas, je sais pas, j'ai de la misère à parler de ça. C'est comme... je suis juste dans un état de choc un peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. La face de Martin Dubreuil est tout aussi fascinante. C'est surtout ça ce que je retiens de ce tournage, c'est surtout la face de Martin Dubreuil. C'est une face qui continue à me fasciner. Parce qu'il était vraiment au début de sa carrière, là. Il avait participé à quelques courts-métrages, puis vous avez réussi à mettre la main dessus, là. Oui. Je l'avais vu dans un film de Simon Lavoie qui s'appelle Corps étranger, qui est un excellent film d'ailleurs. Et je me souviens que j'avais vu Martin là-dedans et justement sa face c'est une des grandes gueules, une des grandes faces de l'histoire du cinéma. Il est comme, Buster Keaton Steve Buscemi and all those good faces, Yeah. Donc, après ça, tu dis « I did it ». Tu retournes à Winnipeg. Là, tu fuis Montréal. Tu fuis Montréal, le Québec? Ben, j'avais des choses à exprimer, tout simplement. Est-ce que tu disais, bon, j'ai appris, je retourne à Winnipeg et je fais faire là-bas le cinéma québécois à Winnipeg, tel que je l'ai appris ici pendant mes études? Un peu ça. Je voulais pas vraiment quitter Montréal. J'étais encore... je me sentais vraiment québécois dans mon existence rendu là. Et je me sentais vraiment investi comme citoyen et aussi comme artiste. Je me sentais vraiment au début de quelque chose. Mais en même temps, j'avais des films que je voulais faire à Winnipeg. Il y avait comme des projets que je voulais à tout prix faire. Fait que j'étais dans l'urgence de création. Il fallait que je fasse à Winnipeg. Et tu crées, avec d'autres évidemment, l'Atelier national du Manitoba. C'est un peu pompeux. Oui. Hein? L'Atelier national du Manitoba. À quoi ça servait, cette association-là? C'était comme... encore une fois, c'était comme un projet qui durait un temps limité. On avait quelques projets pour justement aborder Winnipeg comme objet cinématographique. Et on se donnait un nom en français parce que, on était vraiment inspiré par le nationalisme québécois. Mais ça, c'était toi, mais les gens avec qui tu travaillais à Winnipeg, quand tu es retourné, tu leur as communiqué ça, cette passion pour le Québec, le désir de transposer une façon de faire, un imaginaire propre à ici? Oui. Tu les as contaminés? Oui, totalement. C'était... je voulais que les Winnipegois deviennent aussi québécois que possible. C'est quand même un objectif de vie, ça, là. You're right, yes. Non, c'était super. Fait que, oui, on était un peu, on était un peu arrogants, mais on avait beaucoup d'idées, on avait beaucoup de projets. C'était, c'est ça, on avait commencé, oui. Mais beaucoup de projets, parce que, entre autres, tu l'as mentionné, où tu voulais aussi incarner Winnipeg dans ces films-là. Winnipeg et les malheurs que Winnipeg a subis. Donc, tu as fait, en 2005, Death by Popcorn, qui est c'est un film, là, je n'étais pas trop sûr quelle durée, mais c'est un film de montage, d'archives, où on parle, entre autres, du départ des Jets de Winnipeg. La première époque des Jets se terminait. Exact. C'est... Jets de Winnipeg, c'est une équipe de hockey, juste pour être sûr que tout le monde comprend la référence. Moi, je ne m'intéresse pas tellement au hockey, ça ne m'intéresse pas tellement, mais la perte des Jets de Winnipeg était gigantesque. C'est le symbole. Oui, c'était comme le référendum ici, c'était comme un immense événement existentiel. Et là, mes amis et moi, on s'intéressait à faire des projets archivistiques. On a fait comme une rétrospective des publicités bizarres qui étaient diffusées à la télé à Winnipeg pendant les années 70 et 80.
Et alors, on suivait, le found footage, les films qui se composent principalement des archives trouvées. Et là, il y avait une chaîne de télévision à Winnipeg qui s'est fait acheter par CTV. Et la chaîne était en train de mettre aux poubelles toute son archive vidéographique. Yeah. Et donc, je connaissais l'archiviste un peu, puis il m'a appelé, il a dit « Hey, si tu veux les cassettes, là, tu peux les avoir, sinon ils seront juste jetés aux poubelles. » Donc, on est allé, on a ramassé 2000 cassettes vidéographiques. Et on commençait à les écouter. C'était principalement des images des Jets, autour de la disparition des Jets. Fait qu'on a commencé à faire un film à partir de ce matériel qui était très satirique, qui se moquait un peu de Winnipeg et, les Jets et tout et tout. Et là, bizarrement, ça s'est devenu comme un blockbuster de classe F à Winnipeg. Comme la cinémathèque était pleine, on jouait à la cinémathèque pendant une semaine à Winnipeg et tous les Winnipegois étaient là, puis ça passait aux journaux, tout le monde en parlait. Et là, on était un peu arrogant. Je me souviens, j'ai donné une entrevue où on a dit « Hey, on a sauvé 2000 cassettes des poubelles. » Et, jeter les cassettes aux poubelles, c'est comme brûler la bibliothèque en Alexandrie. Et puis là, la chaîne qui avait acheté CTV, ceux qui ont acheté la chaîne de télévision winnipégoise, ils nous ont envoyé une lettre pour nous dire qu'on n'avait plus de droit de présenter le film, qu'il fallait retourner les 2000 cassettes, puis il fallait détruire chaque copie qui existait du film. Et donc... là, que vous avez fait? Non. Non. C'était très stressant, mais finalement... Finalement, cette histoire a passé aux nouvelles aussi. Et finalement, on a rencontré les corporate, how would you call them? The corporate, how would you call them? Les propriétaires, les investisseurs, les... Oui, mais quelque chose de plus méchant. De plus méchant, les avocats. Yeah, that's right, yeah. So, so we met with them, and then... They didn't understand that we wouldn't make a thing if it wasn't to make money. They were like, okay, well, nous, on pensait que vous voulez faire de l'argent avec ça. Et lorsque la réponse était non, c'est juste un film expérimental, ils étaient comme choqués, mais ils étaient comme aussi, ils comprenaient pas. On n'a pas de problème ici. On comprend pas pourquoi tu ferais quelque chose sans vouloir faire de l'argent avec. Mais bon, on n'a pas de problème. Fait que ce film existe encore. C'est sur le web. Oui. Yeah. Et après, en 2006, tu as fait Où est Maurice? Yeah. Ça, c'est spécial aussi. Là. Une comédie musicale à la française, tournée dans des décors de carton-pâte, dans lequel les comédiens parlent en anglais avec un accent très français de France. Là, strange movie. Oui, c'est très bizarre. On n'aura pas d'extrait, mais je t'en parle rapidement. Yeah. Qu'est-ce qui t'a amené là? C'était surtout mon ami, j'ai deux amis, Alec Jejovski et Eve Maisels. C'est ça, parce que c'est des co-réalisations, ces deux films-là. Oui, c'est ça. Donc, Alec et Eve, tous les deux, ils jouent dans le film. Eux, ils avaient composé cette œuvre musicale. Et là, on avait proposé cette œuvre à Bravo Fact, qui n'existe plus. Oui, le programme de Judy. Judy Gladstone, exact. À l'époque, c'était formidable. Il y a beaucoup de grands courts-métrages qui ont été produits grâce à Bravo Fact. Mais on avait proposé cette œuvre musicale à Bravo Fact avec l'idée de faire un film à partir de la musique. Et fait que finalement, ils ont dit oui. Il y a eu un film. Oui, fait qu'on a fait un petit film à partir Mais c'est là aussi que tu commences à fabriquer des décors, là, que tu installes ton cinéma dans un univers qui est proche de l'impressionnisme allemand, l'expressionnisme allemand aussi. Hein? Yeah, un peu. Je m'intéresse beaucoup aux artificialités du cinéma. Normalement, on essaie de cacher les artificialités, mais de plus en plus, j'aime les exagérer même. C'est quelque chose que je trouve très magique.
je m'intéresse de moins en moins avec le réalisme. Tu sais, je pense que le cinéma se prête au réalisme tellement, et c'est parfois le fun de faire tout à fait le contraire. Surtout, c'est vraiment dans la tradition de Winnipeg de juste assumer pleinement la difficulté de faire du cinéma dans un endroit comme Winnipeg. Et moi, je veux travailler à l'échelle épique, mais j'ai jamais beaucoup d'argent. Et donc, une façon de faire ça, c'est de juste embrasser totalement l'artificialité de l'exercice. Si je tentais d'imiter le réalisme cinématographique avec le budget de Dollarama que je peux avoir, ce serait un échec, ça ne marcherait pas. Donc, il y a une façon d'assumer l'artificialité et en faire une vertu esthétique. Et en 2008, tu fais Cattle Cow. Yeah. Donc, là où tu reviens à l'animation, papier découpé, toutes sortes de techniques, en fait. Il y a beaucoup de choses dans Cattle Cow. Yeah. Ouais, yes. Ça, c'était une co-réalisation avec mon ami Mike Marinak. Et on était vraiment inspiré par la musique visuelle. Oscar Fischinger, Norman McLaren, Ed Ackerman. Et on voulait faire un film de, comment est-ce que je peux dire, poésie musicale ou, visual auctioneering, où les images incarnent la sonorité de l'encanteur. Puis ça, cette réflexion-là, ça se fait, là tu dis que tu l'as fait avec un ami, c'est une co-réalisation, mais vous arrivez sur la même longueur d'onde à imaginer un truc comme ça. Yeah, oui, tellement. On s'est inspirés mutuellement. C'était vraiment super. Mais vous avez cet objectif-là dès le départ, dans le sens où vous savez en partant que vous allez utiliser. Parce que ces images-là, est-ce que c'est encore des images d'archives ou c'est des images que vous avez été tournées? Non, ce sont des images qu'on avait tournées. Donc, et oui, on est allé à l'Encan. Et je ne sais pas si vous avez visité un encan juste pour le fun, mais c'est tellement plaisant. C'est tellement le fun. Il y a des encanteurs qui sont juste totalement bouleversants et tu ne peux pas imaginer leur talent. Il y en a qui sont juste incroyables. Et on était fascinés par ça et on s'est dit, ah ben ça c'est un peu, il y a une esthétique un peu manitobaine là-dedans et c'était une occasion de faire de la musique visuelle, mais à notre façon. Et aussi de faire ce que j'appelle du fun formalism. C'est un film expérimental qui est très formaliste, mais qui est aussi le fun, qui est pas, ennuyeux et oui, qui a du rythme. Yeah. Tu disais que tu voulais mettre que les images soient représentatives de la musique. Donc la musique est arrivée en premier. Cette musique-là... Un peu d'abord, on a enregistré les encanteurs. Ensuite, on avait donc, fait... Je vais reposer la question dans le sens, les encanteurs étaient là dès le départ. Oui. C'est les encanteurs qui sont le déclencheur. Oui, absolument. Et la musicalité de l'encanteur, vous avez dit, on va travailler avec cette musicalité-là pour y intégrer donc des images qui vont suivre le rythme et qui vont être... utiliser différentes techniques d'animation. C'est un peu comme ça, oui. Je pense que, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que McLaren avait d'abord écouté la musique, mettons, dans Capri sans couleur, c'est la musique de Oscar Peterson. Donc, le point de départ, c'est justement la musique. Puis ensuite, il avait construit ses images autour de cette musique-là. On a travaillé exactement de la même façon. On avait d'abord enregistré les encanteurs. Le concepteur sonore a fait une trame sonore à partir de ça. Puis ensuite, on a construit nos images autour. Et là, tu développes différentes techniques. Il y a de la pixelation, il y a du papier découpé, il y a des prises de vue réelles, il y a du grattage. Est-ce qu'il y a déjà du grattage? Les pellicules qu'on voit, c'est pas encore du grattage. Là. Tu ne travaillais pas sur la pellicule même, mais tu reproduis un peu il y a du travail sur il y a du travail sur la pellicule. Il y a des mots qu'on voit parfois, puis des symboles. Et ça, c'est des petits collants que j'ai collés directement sur la pellicule 35 mm.
mais il n'y a pas de grattage. Non, OK. Mais tu travailles sur le matériau direct. Oui. 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 Donc, tout ça, c'est des éléments. Parce que ce film-là, on peut dire que c'est un film de transition. Là, tu commences à découvrir les techniques que tu vas utiliser par la suite. Oui, un peu. Et c'est aussi un film qui a beaucoup réussi. C'est comme un crowd pleaser. On l'avait présenté à Sundance et il y avait beaucoup de portes qui se sont ouvertes à partir de ce film-là. Puis c'est aussi un film de transition dans le sens, bon, encore une fois, c'est une référence à un univers qu'on peut qualifier de manitobain. Yeah. Mais c'est aussi un univers où on met... Il y a quelque chose comme un deuil dans un encan. Hein? On perd quelque chose, ceux qui vendent les bêtes. Mais ça dépend de quel type d'encan. Mais dans ce cas-ci, est-ce que c'était un éleveur qui vendait son troupeau ou c'était juste un encan? Là, j'ai aucune idée. T'as aucune idée? Maybe you were sitting too close to the screen, Jean. En fait, ce que je testais quelque chose. Je n'étais pas sûr si c'était ça, mais je voulais t'amener sur les thèmes qui apparaissent dans ton cinéma, où souvent tu fais référence à des mises en valeur là, de personnages historiques, mais souvent dans des contextes où ils sont un peu losers. Ce que tu mets aussi, tu fais des références à Winnipeg, des événements importants. Mm-hmm. Est-ce que ce film-là, c'est le début de ce type de thème qui va apparaître plus tard dans tes films? Ah, peut-être. Je vois ce film vraiment comme un film formaliste. C'est comme... Plus formaliste qu'au niveau du contenu. Yeah, exact. Il y a peut-être une thématique qui est attachée à l'esthétique de la chose, la façon par laquelle la mise en image de l'encan et Winnipeg, et il y a un élément de l'absurde un peu. Mais ça c'est surtout à des fins formalistes. C'est de bien incarner la sonorité. Bon, mais d'abord, on n'aurait pas dû le mettre là, le film. Parce que là, je ne vais pas parler de la forme, je vais parler du contenu, puis de l'histoire avec un grand H, là, parce que c'est ça qui va habiter ton cinéma par la suite. Uh-huh. C'est comment tu vas t'approprier l'histoire, puis tu vas la réinterpréter à ta façon, souvent en juxtaposant des événements qui n'ont pas nécessairement eu lieu en même temps, des personnages qui ne sont peut-être jamais croisés, mais tu utilises l'histoire à des fins artistiques, comme on l'a dit précédemment. Ça, c'est le début de ta démarche qu'on va voir dans tes films suivants. Même, bon, Négativipeg, c'est basé sur un événement, sur un personnage historique important de Winnipeg. Oui. Hein, Burton Cummings. Des Who. The Guess Who. The Guess Who. Yeah. The Guess Who. American Woman, These Eyes. Tu vas faire Tabula Rasa, qui fait référence à des événements historiques importants de Winnipeg, comme les inondations récurrentes de la rivière Rouge. Oui. Tu vas faire Minarski, qui parle d'un personnage, là encore, manitobain, qui a été un héros de guerre, mais qui a mal fini, finalement. Hein? Mm-hmm. Alors, ces films-là, c'est des films où l'histoire est importante, mais tu l'abordes d'une façon qui est très propre à toi. Tout à fait, oui. Fait qu'explique en quoi c'est propre à toi. Ben, je pense que c'est le genre de choses où je pense que la raison pour laquelle les historiens détestent les films d'époque, c'est parce que c'est justement à cause du réalisme cinématographique. Je me souviens, une de mes profs à McGill était enragée. Elle avait consacré tout un cours aux dents de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Parce qu'elle a dit, ça se peut pas que ses dents seraient aussi belles. Si c'est un pauvre sur le Titanic en 1912, zéro possibilité que ses dents seraient aussi parfaites. Et elle était juste comme physiologiquement en colère contre tout ça. T'sais. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. Je pense qu'il y a des dangers dans le réalisme cinématographique lorsqu'on le prête aux représentations. T'sais, là, on est dans une époque où on parle beaucoup de représentation et c'est justement la justice de la chose. Le cinéma est une artificialité. Et, lorsqu'on met une caméra devant quelqu'un, je pense que toute possibilité de bien représenter cette personne
ou bien sa communauté ou l'histoire à laquelle il appartient, je pense que tout ça, ça devient très, très, très difficile. On la transforme. On est en train de transformer exactement. la réalité. Mais le problème avec le réalisme cinématographique, c'est qu'on n'est pas conscient de cette transformation-là. Souvent, on le prend comme quelque chose de totalement réel. Je pense qu'on écoute un film de Spielberg. Spielberg a fait beaucoup de films d'époque. Il a touché beaucoup de sujets historiques dans son travail. Et je pense que le lieu de rencontre entre un public général, un public global et le passé, souvent ça passe par quelque chose comme Spielberg. Et on comprend le passé à travers le prisme de cet artiste. Et pourtant, c'est une opération artistique. Et donc, ce que moi j'essaie de faire dans mon travail, c'est de faire tout à fait le contraire, d'être totalement franc avec l'artificialité de la chose, de vraiment souligner à quel point ce qu'on est en train d'écouter est totalement faux. Et c'est un argument, on est dans une subjectivité, et l'émotion qu'on ressent est une émotion qui est d'abord et avant tout une expérience artistique. Et non pas réaliste ou véritable ou factuel. Alors, je veux qu'on continue à parler de l'importance de l'histoire. Comment tu en arrives à identifier des sujets comme ça? Bon, dans Negativepeg, c'est quasiment une approche documentaire, là. C'est un incident réel qui est assez récent. Bon, c'est dans les années 85. Qu'est-ce qui t'a attiré d'aborder ce sujet-là, de cette façon-là? Yeah, well... Parce que le type qui raconte l'histoire, là, celui qui semble avoir été l'agresseur, c'est vraiment l'agresseur ou c'est une mise en scène? Non, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui? Oui. OK, donc là, tantôt, tu disais que tu transformes l'histoire, tu la rends plus... tu utilises des artifices pour te distancier de la réalité, mais là, tu es quand même dans une démarche où on est proche de la réalité. Oui, ça, c'est plutôt straight. Je cache pas mes coupes. C'est quand même très découpé comme film. Puis il y a des comment est-ce que je peux dire, des reconstitutions qui, pour moi, ça souligne, mais pas de façon totalement explicite, l'artificialité de la chose. Là, je pense que dans le cadre de ce film, c'est définitivement le film le plus comment est-ce que je peux dire, straight que j'ai fait. Et je m'intéressais beaucoup à Burton Cummings et son phénomène. Il y a cette histoire qui se raconte à Winnipeg, comment il s'est fait frapper par une bouteille de bière dans un dépanneur. Et ensuite, il a dit qu'il ne retournerait jamais à Winnipeg. Ça aussi, c'était comme un événement qui représentait comme une crise existentielle pour les Winnipegois, qui sont très attachés à leur vedette. C'est comme la plus grande vedette. C'est comme le seul Winnipegois qui a vraiment réussi à vivre le rêve américain. C'est comme si Céline Dion disait « Je reviens plus ». Imagine. Yeah, c'est exactement. Tu ferais un film là-dessus. C'est grave comme ça. Et donc, ce type, il est devenu un peu connu à cause de ça. C'est une histoire qui se raconte beaucoup dans la mythologie winnipégoise. Et ça, il est arrivé qu'une de mes amies le connaissait. Et là, je l'ai rencontré. Je le trouvais vraiment, vraiment cool. C'est un grand raconteur. Il a sa façon de parler c'est un genre de voix qu'on voit rarement au cinéma. Mais il est très articulé et très prenant comme personnage. Et c'était juste fascinant de l'écouter. Donc je voulais pas tellement imposer tant de gimmicks cinématographiques et juste l'écouter. C'est plutôt un film d'écoute. Puis c'est aussi par rapport à Winnipeg, le jugement que tu portais sur Winnipeg, qui est une ville où les gens veulent quitter, ce que toi-même t'avais fait à l'époque. Après Tabula Rasa, là, tu es revenu au Québec, je pense, hein, pour Tabula Rasa? Oui. Puis ce film-là, donc, encore une fois, l'histoire... Parce que ce qu'on comprend de l'extrait, en fait, parce que tout le long, ce qu'on devine dans le film, c'est les inondations qui sont fréquentes. La rivière Rouge à Winnipeg, souvent des inondations, ça crée des drames humains. Oui. Donc, tu as reproduit ça en studio, une inondation.
Oui. Mais ce qu'on voit, puis là, de le revoir, ça m'a frappé encore davantage, c'est comme toute l'histoire de Winnipeg, de la colonisation de Winnipeg, qui sort de l'eau pour disparaître, et puis le personnage décide lui-même de les retrouver. C'est un peu un geste suicidaire. Donc, là encore, c'est un regard assez dur sur Winnipeg, non? Yeah, j'imagine que oui, malgré la lumière de Grimes. Effectivement, c'est... je sais pas, je m'intéresse beaucoup au rapport entre les Franco-Manitobains et le Québec. Et le film est un peu... c'est peut-être une incartade un peu à ce sujet-là. Mais moi, je dirais, c'est surtout... je dirais que fondamentalement, j'étais dans un état dans ma vie où je me sentais un peu... c'est quoi le mot? Apathique? Apathique? Apathique. C'est ça le mot? Et donc... tu es un peu amorphe. Oui, un peu amorphe. Donc, ça prenait vraiment beaucoup de choses pour provoquer une réaction. J'étais juste totalement, sans émotion face à l'univers. Et donc, je voulais faire une histoire de quelqu'un qui est confronté par quelque chose de totalement grandiose, la renaissance de sa communauté. OK, donc toi, tu le vois comme une renaissance. Oui, moi, je le vois comme ça. OK, pas comme ils disparaissent dans les cieux pour l'éternité. Ou peut-être ils sont sauvés, ou peut-être ils passent dans une autre vie. Ça se peut que c'est comme ça, mais je le vois comme... je le vois comme un esprit qui... un esprit qui ressort, un esprit qui est imbattable, qui survit, qui réussit à survivre. Et le personnage principal qui aimerait mieux ne pas survivre. Ça, c'est toi, ça. Mais à cette époque-là, tu voulais pas survivre. Non, mais ça, c'était plutôt juste... c'était mon état d'âme en ce moment-là. I just felt like a loser, So. Et après, Mynarski, où là, tu adoptes un style complètement différent. Là, là encore, c'est un film important dans ta démarche formelle. On va en reparler tout à l'heure de la forme, mais là encore, un personnage historique réel. Mais là, cette fois-là, tu extrapoles sa vie d'une façon très artistique. Oui. Pourquoi Mynarski? Comment tu découvres tes personnages? Yeah! Ben Mynarski, c'est un personnage qui est un peu connu à Winnipeg. Il y a comme une école, Andrew Mynarski, puis un arrondissement à Winnipeg qui s'appelle Mynarski. Mais c'est un personnage qui est un peu là. Un peu comme Plamondon. C'était qui Plamondon? Luc Plamondon? Non, Métro Plamondon. C'était qui? On ne sait pas. Ah, OK. On parlait de Céline tantôt, là, je pensais que tu me ramenais sur la musique. Ou bien, OK, des noms qui existent. Honoré Beaugrand, c'était qui? C'est la même affaire. Mynarski à Winnipeg, il occupe un peu la même place. Il est là, mais personne ne sait qui c'est au juste. Et donc, mais son histoire est intéressante. Il a essayé de sauver son ami et sa parachute a pris feu. Puis là, il s'est lancé. Et il y avait une ville en France qui s'est évacuée parce qu'il voyait Andrew Mynarski venir, puis il pensait que c'était une bombe. Et juste l'idée d'un homme qui se fait, like a man who gets mistaken for a bomb. Juste cette idée-là, je trouvais fascinante et triste. Et aussi, je le voyais comme quelque chose qui se prêtait à cette animation abstraite sur la pellicule. OK. Mais quand même, Mynarski a beau exister dans l'imaginaire winnipégois, sans que les gens sachent qui il est, mais donc toi, tu procèdes à des recherches quand même pour savoir ça, que bon, sauter dans un avion, qu'il y a un village qui a été évacué. Alors, comment tu abordes ça? C'est quoi tes sources? Wikipédia, Mynarski, puis that's it? Oui, probablement. I don't know. J'ai lu des témoignages et son ami qu'il a essayé de sauver, en fait, il a survécu. Fait qu'il a écrit un témoignage et donc il y a beaucoup, beaucoup de
petites affaires qui ont été écrites à propos de Mynarski. Il y a même une minute de patrimoine à propos de lui. Mais je ne m'intéressais pas tellement. À un moment donné, je... Tu avais les grandes lignes, Yeah, tu les as pris. Exactement. Et ensuite, c'est une opération totalement imaginaire. Donc, ta recherche, c'est là que le scientifique est Oui. laissé de côté. Exactement. Tu as trouvé ce que tu avais à trouver, Oui. mais à partir de là, c'est le matériau qui devient important. Exact. Puis là, on va parler de formel. Hein, t'as hâte, on va en parler de ça. Parce que là, avec Mynarski, le style Matthew Rankin apparaît, là. Yeah. Est-ce que tu juges que Mynarski est vraiment un film où là, ta signature devient plus claire? Oui, je pense qu'il y a certains films qui sont comme des films de passage. Tu sais. Il y a certains films où tu commences à point A, puis tu arrives au point B. Et ça, c'est comme important dans ton cheminement. Mais il y a d'autres films qui sont plutôt des films de synthèse, où tu comme, you know, it's like you put all the ideas together and, you know, they become ils se concrétisent, ils se cristallisent un peu. C'est concret, là. Toi, dans le processus de Mynarski, est-ce que tu sentais que tu approchais de quelque chose qui allait devenir un peu ta marque de commerce, ta signature? Est-ce que dès le départ, tu le voyais, ce que tu voulais, ou c'est en cours de route que ça s'est développé? Ah, ben, tu sais, on ne sait jamais ce qui sera les réactions. Ou, you know, mais en même temps, j'étais très, très inspiré par la production de ce film. Si ça, tout a fonctionné. Je cherchais pas tellement les idées. J'étais comme, oui, non, ça, pas ça. Tout était très, très clair. Oui. Tu l'avais imaginé, là. Tu savais que tu allais tourner des scènes en action réelle, que tu allais retransformer, Oui. que tu allais donc travailler sur la pellicule directement, que tu allais colorer, que tu allais gratter. Oui, oui. Là, ça, tu le savais que tu allais vers ça. Oui. Mais c'est le genre de film où, malgré tout, le résultat final est toujours un peu imprévisible. Non? Oui. Par la force des choses. J'ai travaillé avec beaucoup d'eau de Javel en faisant ce film parce que... Pour effacer, pour recommencer. Oui. Okay. Non, oui, mais c'est parce que l'eau de Javel, ça détruit l'émulsion. Mais tu peux l'utiliser de façon artistique. Donc, j'ai manipulé beaucoup d'images avec l'eau de Javel. Et, tu sais, à un moment donné, j'ai renversé beaucoup d'eau de Javel, puis j'ai tué une plante et j'ai détruit quelques images. Donc, mais j'avais plusieurs copies, donc j'avais une certaine marge de manœuvre. Parce que tout le film est tourné en images réelles. Oui. Puis après, tu travailles directement sur la pellicule en ayant plusieurs copies, justement, pour pouvoir reprendre s'il y a eu déversement d'eau de Javel incontrôlée. Exact. Ou bien parfois de mélanger plusieurs versions de la même image. Des fois, il y a un peu de... un peu de back and forth. Puis, tu as souvent parlé de la matérialité, justement, de travailler en pellicule. Tu m'as dit, quand on a eu notre conversation avant la préparation de cette conférence, que pour Tabula Rasa, ça a été tourné en numérique. Oui. Puis que tu regrettes de ne pas avoir pu tourner en pellicule parce que pour toi, la pellicule est importante. L'objet, le matériau pellicule est important dans le rendu. Exactement. C'est pour ça que je pense à Tabula Rasa comme un film de passage, plutôt comme une synthèse. C'est la première fois que j'ai tourné en numérique. On a tourné avec une RED. Et je pense que les décors, les effets spéciaux, le jeu et le format, pour moi, toutes ces choses-là doivent être très, très cohérents. Et pour moi, les décors sont très artificiels, les effets spéciaux sont très primitifs, et pourtant l'image est d'une très haute résolution, c'est Spielbergien. Et pour moi, il y a comme une dissonance entre ces affaires-là. Je trouve qu'avec ce niveau de résolution, on voit beaucoup trop de détails. Et j'aurais dû tourner le film en Super 8, je pense, oui. Parce que c'est ça. Donc même que tu disais que tu continues à faire des projets en Super 8, mais pour toi, de pouvoir
la matérialité, que ce soit au niveau des décors, au niveau de la pellicule, au niveau de toucher l'objet, c'est quelque chose d'important. Ça dépend le projet, le sujet, bien sûr, mais en même temps, je trouve que lorsqu'il y a un peu d'espace entre le spectateur et l'image, avec une image 16 mm ou Super 8, la résolution est plus basse, donc il y a moins d'informations. Et lorsqu'on a moins d'informations, je trouve que il y a plus d'espace pour l'imaginaire. Il y a comme, lorsque la résolution est très haute, il y a moins d'espace parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Ton approche est, on peut qualifier rétro. Rétro, mais en même temps moderne. Analogue. Mais oui, rétro. On l'a vu tout à l'heure dans la bande-annonce. Tu sais, ta présentation avec la musique un peu pompeuse. Il y a quand même il y a quelque chose de rétro dans ton cinéma, de la façon dont tu le présentes. Oui, j'aime la technologie analogue beaucoup. Puis il y a toutes sortes de vocabulaires qui sont le fun. Le cinéma a beaucoup de langage et c'est une question de trouver le bon langage pour le sujet. Moi, ce film, The 20th Century, c'est fait à partir, c'est basé un peu sur le journal intime de Mackenzie King. Et moi, je garde un journal intime depuis l'âge de, je sais pas, 15 ans. Et lorsque je le relis, c'est toujours une expérience très honteuse pour moi. Je suis toujours confronté par à quel point c'est mélodramatique et, maudlin. Je ne sais pas comment dire ça en français. Goulet, maudlin. Je me demande si c'est le cas pour tout le monde. Comme, si tu lis ton journal intime à l'âge de 20 ans, tu vas voir des choses qui sont très mélodramatiques. Donc, justement, la forme, le langage du mélodrame se prêtait à cette représentation. Est-ce que les prochaines étapes de Matthew Rankin vont être dans cette veine-là? Est-ce que tu as atteint quelque chose avec The 20th Century qui conclut un cycle ou tes prochains projets vont s'inspirer encore de cette façon de faire? Non, il y a d'autres films que je veux faire dans un studio, mais le prochain truc que je vais faire, ça va être tourner en location réelle, en lieu de tournage réel, dans l'univers. Ça va être réaliste et totalement en persan. Totalement en persan? Ben, il y a quelques scènes en français, mais surtout en persan. Et là encore, basé sur un événement historique ou un personnage historique? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est autre chose. Ah là, donc, Matthew Rankin découvre de nouveaux territoires en ce moment. Exactement, oui. OK. Écoutez, on me dit qu'il faut terminer, mais j'aimerais ça quand même prendre une ou deux questions s'il y a des gens qui veulent en savoir davantage sur Matthew, mais on a fait déjà un bon tour de piste de sa vie et de sa créativité. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Matthew? Oui, il y a un micro qui s'en vient. Merci. Je ne connaissais pas du tout, puis ça m'a donné vraiment envie d'en voir beaucoup plus, là. Ma question, c'est on ne peut pas parler de cinéma winnipégois avec une singularité sans penser à Guy Maddin. Je voulais savoir quel âge vous aviez quand vous l'avez connu, puis comment ça a évolué peut-être, votre perception de ce qu'il fait. Yeah, bien sûr, j'adore les films de Guy Maddin. C'est un mentor, c'est une inspiration. Je pense que tous les cinéastes de Winnipeg sont vraiment endettés envers Guy. Ce que je retiens de son travail, c'est surtout la façon, justement, de travailler de façon épique et excessive et maximaliste avec un très petit budget. Justement, son travail en studio, son mischief avec l'artificialité, c'est quelque chose qui se trouve dans beaucoup, dans le travail de beaucoup de cinéastes de Winnipeg. Il y a John Pays, il y a mon ami Mike Marinock, il y a Astron 6, il y a Solomon Nagler, qui est une influence très importante pour moi. Tout ce monde-là sont beaucoup moins connus que Guy. Mais
tout le monde joue justement avec des codes de langage cinématographique, l'artificialité, comment faire un cinéma personnel à travers le prisme des langages cinématographiques qui sont un peu, comment est-ce que je peux dire, moins utilisés. Donc voilà, c'est sûr que Guy est une influence importante. Je pense que je sais pas, je pense que le premier film de Guy que j'ai vu, c'était Careful. Mais j'avais peut-être 14 ans ou quelque chose comme ça. Merci, monsieur. Une autre question? Un commentaire? Et toi, Mathieu? On peut rester. T'as-tu une question? Non, je l'ai proposé qu'on demeure totalement silencieux pendant 45 secondes. Comme ça quelqu'un va poser une question. Tu penses? Yes! Ça marche! Il y a une question là-bas. Peut-être que tu veux pas en parler, mais... Justement, je suis curieuse parce que tu dis que tu veux faire... Ton prochain film va être réaliste, mais en même temps, tu es attaché au fait qu'on soit pas dupe de ce réalisme-là. Donc, je me demandais comment tu vas explorer, comment tu vas mettre en lumière l'artificialité, ou si tu veux pas aller du tout. Est-ce qu'elle va se dévoiler autrement, cette artificialité-là? Oui, ça va être dévoilé autrement. C'est un film, grosso modo, c'est un film iranien qui se déroule à Winnipeg. Donc, le langage que j'utilise là-dedans, c'est le langage de ce que j'appelle le métaréalisme iranien. Tu sais, Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi, Kiarostami, Farouk-Sad, beaucoup de cinéastes qui... Shahid Saleh as well. Donc, c'est comme... Ça, c'est le langage que je vais utiliser pour ce film-là. Mais ça se déroule à Winnipeg, ça se déroule pas en Iran. Avec des comédiens... Iraniens? Oui. Et donc, oui, ça va être une histoire d'un comédien québécois qui s'en va à Winnipeg pour jouer dans un film que moi, je réalise. Il y a un élément d'autoportrait là-dedans. Mais je vais être joué par un acteur iranien. Et tout se passe en persan. Donc, l'artificialité est là. Ouais. Définitivement. Mais à d'autres fins. Yeah. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Oui, il y en a une là-bas. Il y a un micro juste là. Je suis juste curieuse. Ta curiosité ou ton envie d'explorer le lien entre les Franco-Manitobains et puis les Québécois. Tu mensonnais que c'est un élément qui était dans un des films qu'on a vu. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu songes revenir? Peut-être, je sais pas. C'est Parce que c'est tellement pas. Ben, écoutez, dans 20th Century, c'est très présent. Ah, OK. Les Franco-Manitobains? Ben, les Québécois aussi, là. Oui. Il y a des choses qui se passent au Québec qui sont assez spéciales aussi. Il faut voir le film, mais... Oui. Parce que c'est ça. Le Canada, c'est la déception. Exact. Puis le Québec, c'est le parti vert. Ça incarne tout ce qui est bien sur la planète. La tendresse. C'est comme le centre international du... le human goodness, right? Oh oui. Fait que c'est très, très présent. Il faut voir ce film-là qui est représenté, je crois, demain? Oui, demain à 9h30. Au Quartier Latin, je crois? Oui. Oui. Alors, il faut vraiment voir ça. Donc, écoute, merci beaucoup, Mathieu. Oh, merci à toi, Jean. Très agréable. J'espère que vous en avez bien profité. Donc, merci au festival d'avoir permis cette conférence. Et puis, bien, écoutez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Merci d'être là. Jean, merci. C'était super. C'était comme un vrai talk show. non, mais c'était fun. Yeah.